Bonsoir à tous, on se retrouve pour toute l'information, soyez les bienvenus. Une opération sauvetage de poules a eu lieu aujourd'hui en Saône-et-Loire. Les éleveurs s'en séparent lorsqu'elles ne pondent plus assez, alors des particuliers les achètent pour leur éviter l'abattoir. Des associations s'inquiètent de recevoir moins de produits alimentaires et la raison est simple. Les mesures de lutte contre le gaspillage poussent les enseignes à vendre à prix cassé plutôt qu'à donner. Nous irons dans l'Yonne. Et puis dans l'actualité nationale, on vous parlera de ce nouveau record sur le Vendée Globe. Le navigateur Charlie Dalin vient de boucler sa course autour du monde en 64 jours, 19 heures et 22 minutes. 50 millions de poules pondeuses sont abattues chaque année en France. Alors pour leur éviter l'abattoir lorsqu'elles ne produisent plus assez, une association a décidé de les faire adopter par des particuliers. Une vente a eu lieu aujourd'hui en Saône-et-Loire, une autre se tiendra demain en Côte-d'Or. Vincent Tollet, Damien Rabézen. Le rendez-vous est donné sur un parking de supermarché et l'affluence est impressionnante. Une bonne demi-heure d'attente pour acheter ces poules réservées sur Internet. C'est de la highline, ça sort d'un élevage plein air. C'est super, on a acheté 6 poules, on en a déjà une à la maison et puis voilà. Qu'est-ce que vous en attendez de ces poules? Majoritairement qu'elles pondent et puis on en fera de la viande quand elles seront terminées, je pense. Si elles pondent pas trop mal, je pense que ça pourrait être à faire. Ouais. 7 € la poule, moins cher que sur un marché. À la manœuvre, cet entrepreneur nantais qui s'est lancé voilà 7 ans. Aujourd'hui, les volatiles viennent de la Nièvre et sont toujours fournis pour la même raison, par les élevages. Magnifique. Tac. Salut les filles! Au bout d'un an, à 13 mois de ponte à peu près, il faut vider le bâtiment pour le nettoyer en entier. Donc en fait, tout le monde va à l'abattoir. C'est dommage. Elles nous ont rendu service pendant un an et nous, au moment de la retraite, tac. Donc en fait, on préfère leur rendre service à elles à ce moment-là et leur dire allez gambader chez les particuliers, vous êtes un peu moins productives, mais c'est pas grave, ça tourne à 5-6 semaines. C'est largement suffisant pour une famille. Bonjour monsieur. Chez certains clients, cette dimension éthique l'emporte. Corinne en fait partie. Et puis bien à manger, aliments pour poules pondeuses. C'est le sauvetage parce que j'en avais déjà suffisamment et c'est mes filles qui ont dit on va pas les laisser mourir les pauvres. Donc voilà, on fait une bonne action. Direction la nouvelle maison où les attend déjà du monde. Ah, je suis contente. Alors, on va vous appeler. Il y aura une Nebula, Stella, Cassiopée et Colombe. Bon, bienvenue, cocotte. Chaque année en France, 50 millions de poules pondeuses sont abattues. L'an dernier, 100 000 ont été ainsi sauvées. Lorsque vous faites vos courses, vous avez peut-être l'habitude de profiter de produits à prix cassé lorsque la date de péremption est proche. Mais bien souvent, ce sont autant d'aliments qui ne seront pas donnés à des associations pour aider les plus démunis. Et cette baisse de dons inquiète. Dans l'Yonne, reportage Baziz Djaouti et Louis Maléjac. Bon, Christian, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Oh là là, c'est pas terrible, là. Écoute, en produits frais, là, on a récupéré ces quelques salades. 3 cajots de légumes et 2 de fruits, le maigre bilan de la ramasse matinale du Secours populaire dans les magasins auxerrois. Trop peu pour ensuite servir les bénéficiaires. C'est très très maigre, ce qui nous oblige à compenser financièrement, pour donner, si vous voulez, quand même un minimum de légumes ou de fruits frais à nos bénéficiaires. Nous avons acheté des fruits et légumes, poires et pommes. Pommes de terre en légumes, carottes, navets de saison, que nous achetons à des producteurs locaux, mais au détriment de nos finances propres. À Auxerre, l'association effectue 2 ramasses par semaine pour autant de distribution. De l'huile pour les deux. On n'a pas de steak. On n'a que du thon. Ils sont deux personnes? 2 fois une personne. 2 familles, donc. 2 fois une personne avec de l'huile. Une centaine de familles, soit 250 personnes, sont reçues et accompagnées ici. Des chiffres en constante progression, alors même que les invendus des grandes surfaces ont baissé de moitié depuis septembre dernier. La situation devient très difficile. Évidemment, nous sommes ric-rac. Une fois qu'on touche et qu'on dépense ce qui nous est donné pour faire face à la précarité, on est obligé de limiter et de réorganiser. C'est pas ne rien donner, c'est donner moins et collecter davantage. Pour faire face, le Secours populaire compte sur les dons et la générosité de tous. L'an dernier, dans l'Yonne, près de 165 000 repas ont été distribués à quelques 50 000 personnes.
Dans un contexte économique assez difficile, le groupe Carrefour veut éviter la fermeture de certains de ses magasins. Et pour cela, il souhaite en passer plusieurs en franchise pour diminuer les coûts. Le magasin de la Toison d'Or à Dijon est concerné et cela inquiète les syndicats. Alexis Gaucher, Chloé Bouchasson. La nouvelle a été actée. Le magasin Carrefour de la Toison d'Or va changer d'exploitant d'ici quelques mois. Un coup de massue pour plus de 300 salariés. On savait qu'il y allait avoir une vague de passage en location-gérance. On ne savait pas qui, mais on se doutait qu'un jour, ça serait peut-être nous. Mais franchement, là, comme ça, de l'avoir directement sur nous, vendredi, la nouvelle, elle a fait vraiment mal. Les salariés sont en colère, tristes et franchement déçus par le national. La direction du groupe défend son choix. Elle assure que cette stratégie permet de maintenir l'activité des magasins concernés. La location-gérance a prouvé sa capacité à redresser la performance de magasins fortement déficitaires. Depuis 2018, aucun hypermarché Carrefour n'a fermé en France. Le distributeur se défend de tout passage en force. La décision aurait été prise en concertation avec les partenaires sociaux, une version démentie par la CFDT qui s'inquiète et évoque un plan social déguisé. Pour les salariés, il va y avoir une grosse perte de rémunération puisque c'est évalué environ 2 540 € pour l'année, tout total confondu. C'est quelque chose qui a été évalué, démontré et encore une fois, les chiffres ils sont vraiment précis et exacts puisqu'on a une vision de ce qui s'est fait depuis 2018. Carrefour promet qu'aucun salarié ne sera lésé. Le Code du travail prévoit que tous les contrats des collaborateurs en poste sont repris par le locataire gérant avec les droits attachés, ancienneté, salaire, qualification. Le groupe a déjà cédé 344 magasins à des repreneurs. La CFDT compte assigner le distributeur en justice afin d'empêcher toute nouvelle cession. Ce chiffre à présent, près de 65 000 entreprises risquent de disparaître cette année en France, essentiellement des PME. Et face aux difficultés, ces petits patrons se sentent souvent bien seuls. Alors pour leur venir en aide, il existe une association, les Casques Bleus, qui a été créée en 2016 en Franche-Comté. C'est notre dossier signé Olivier Poncelet et Nathalie Berthier. Dans son restaurant fermé, aujourd'hui tout est à vendre. Chaque objet que cette jeune patronne avait chiné pour la décoration. 2 ans de vie professionnelle et de souvenirs au milieu de ses 4 salariés. Avec toute la vaisselle qui est encore là. Et puis aussi le matériel, on a investi à peu près 30 000 €. Nous arrivons donc dans la salle principale de notre restaurant, à peu près 80-90 couverts. Et nous faisions aussi des soirées à thème de danse et théâtre d'impro. Pendant 2 ans, grâce à son établissement et à son sens de la fête, Coralie Zindel et son équipe ont mis le feu à Belfort. De ces soirées endiablées, aujourd'hui il ne reste que les souvenirs à vendre pour quelques euros. Pierre-Emmanuel Fischer faisait partie des clients. Il y avait vraiment une vraie convivialité, une vraie générosité de la part des propriétaires de l'établissement également, donc ça nous manquera pas mal. Pour la jeune chef d'entreprise, tout a basculé en mai dernier, quand son compagnon fait un AVC. Mon associé, qui est aussi mon conjoint, a eu un grave souci de santé il y a 8 mois. Et sans lui, plus rien ne peut tenir. On se sent démunis, en fait. On ne sait plus trop comment faire. Il n'y a pas de solution. Comme je dis, on est obligé de capituler. Impossible de continuer seul à diriger leur entreprise. Trop de choses à gérer, trop de soucis. Le restaurant était rentable, mais il est alors placé sous la supervision d'un administrateur judiciaire qui la presse de fermer. Coralie perd pied. C'est l'association des Casques Bleus qui va l'aider. Fin novembre, elle déjeune avec la présidente, elle-même chef d'entreprise. Un repas qui va tout changer. En gros, liquidation à l'amiable. Et moi, ça m'a mis un coup parce que je sais plus. Il faut changer la manière de voir. Forte de son expérience, elle lui explique comment faire patienter l'administrateur judiciaire pour gérer au mieux la liquidation de son entreprise. Et ça, on l'expliquera à l'administrateur judiciaire, on vous accompagnera là-dessus, il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on a essayé de faire avec Coralie, c'est surtout de pouvoir l'écouter, de pouvoir être parfois une courroie de transmission pour parler le langage de l'expert comptable, le langage du banquier, c'est pas les mêmes. On est plutôt là sur cet accompagnement et on est plutôt là pour dire on la remet en situation de décision. Les Casques Bleus sont tous bénévoles.
tous chefs d'entreprise. Ils sont une centaine en France pour épauler les patrons en difficulté. Depuis le début de l'année, rien qu'en Haute-Franche-Comté, déjà 4 appels à l'aide. Autour de la table, chaque cas est discuté. Et là, le chef d'entreprise est au bout du rouleau. Et parfois, ça peut être grave. Il a compris qu'il était en plein burn-out. Ça peut aller très loin, puisque en France, d'après les chiffres qu'on peut glaner, un chef d'entreprise tous les 2 jours se supprime, met fin à ses jours, sur simple déclenchement. Il y a un psychologue qui appelle le chef d'entreprise et qui lui propose de le rencontrer. Coralie Zindel, elle, a repris pied. Les casques bleus l'ont aidé à mettre en vente dans les meilleures conditions son restaurant, pour lequel elle cherche encore un repreneur. Tout pour éviter absolument la censure. Le Premier ministre a déroulé cet après-midi sa feuille de route devant l'Assemblée nationale. Il a tendu la main à tous les partis. Que faut-il en retenir? François Bayrou a-t-il réussi à convaincre? On fait le point avec Julien Cholin. François Bayrou réussira-t-il où son prédécesseur a échoué? Une question à laquelle le Premier ministre a d'abord répondu sur le ton de l'humour. 84% des Français jugent, paraît-il, que le gouvernement ne passera pas l'année. Où les 16% restants trouvent la source de leur optimisme. Avant de décliner plus sérieusement ses priorités, à commencer par le surendettement du pays. Tous les partis de gouvernement, sans exception, ont une responsabilité dans la situation créée ces dernières décennies. Mais le Premier ministre était surtout attendu sur sa capacité à trouver des compromis avec les groupes politiques. La gauche espérait une main tendue sur les retraites. François Bayrou a bien évoqué une remise en chantier, mais pas de suspension de la réforme, comme espéré par les socialistes, malgré plusieurs jours de négociations. À vous écouter, je dois vous dire que le compte n'y est pas. Où sont vos engagements? Où sont vos compromis? Alors la gauche censurera-t-elle ce gouvernement? Pour l'heure, le PS réserve sa décision. En revanche, écologistes, communistes et insoumis annoncent d'ores et déjà qu'ils censureront François Bayrou dès jeudi et mettent la pression sur les socialistes. On ne voit pas comment un opposant conséquent peut laisser un sursis à ce gouvernement, et a fortiori si c'est un opposant du NFP. La droite, elle, a plutôt apprécié un discours où la réduction des dépenses et l'immigration ont eu toute leur place, mais rejette l'idée d'un scrutin proportionnel à l'étude. En revanche, le déremboursement des médicaments envisagé dans le précédent budget est bien abandonné. Rien de convaincant pour les élus RN qui annoncent toutefois qu'ils ne voteront pas la censure. Nous devrions être conformes à notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire ne pas voter la censure après le discours de politique générale. Nous attendons les actes plutôt que ce flot de paroles. François Bayrou voudrait par ailleurs relancer les cahiers de doléances rédigés après la crise des Gilets jaunes. Et c'est plus précisément sur le sujet de la réforme des retraites que François Bayrou était attendu. Vous l'avez entendu, il a annoncé remettre en chantier le projet, mais sans le suspendre. Alors comment sa déclaration a-t-elle été reçue par les Français et les partenaires sociaux? David Boéry, Philippe Lagone. Dans cette brasserie parisienne, à l'heure où les derniers clients finissent de déjeuner, ce restaurateur rejoint 2 de ses salariés en arrière-cuisine. Je vais venir avec vous, on va écouter le discours. De ce discours, ils attendaient des précisions, notamment sur la réforme des retraites. François Bayrou annonce 3 mois de nouvelles négociations avec les partenaires sociaux, une décision qui rassure ce restaurateur. C'est bien, il va travailler avec les organisations professionnelles, c'est ce qu'il fallait faire. C'est plutôt positif parce qu'il rouvre le dossier. Il fallait rouvrir le dossier. On sentait bien que ça pesait sur les épaules de tout le monde. Il y avait quelque chose qui n'était pas abouti. Régis Fèvre, lui, travaille en cuisine depuis maintenant 40 ans. Avec le dispositif Carrière Longue, il espère partir en retraite dans 3 ans, à seulement 60 ans, mais il aimerait être rapidement fixé. Les dates butoirs, ça c'est bien aussi également, parce que moi, je veux pas dire que depuis que je travaille, j'entends parler de réforme de retraite, mais pas loin, quoi. Ça fait des années qu'on en entend parler et qu'il n'y a rien qui est fait, quoi. Une réforme jugée vitale par François Bayrou. Car aujourd'hui, le régime des retraites creuse le déficit public d'une 50aine de milliards d'euros par an. Objectif, trouver de nouvelles pistes avec les partenaires sociaux. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou, pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. Une première réunion sera organisée dès vendredi.
et l'ACPME y participera. Il a suspendu la suspension, sans vraiment le dire. Il a renvoyé la responsabilité de travailler entre partenaires sociaux sur éventuellement une nouvelle réforme. Eh bien, qu'on soit renvoyé à nos responsabilités, pourquoi pas, en tout cas la CPME sera autour de la table. Si aucun accord n'est trouvé d'ici 3 mois, ce sera alors la réforme actuelle qui continuera de s'appliquer. On en vient à ce constat, il y a toujours moins de bébés en France. L'année dernière, nous avons enregistré le nombre de naissances le plus faible depuis 1946. Regardez ce chiffre, 663 000 bébés ont vu le jour l'an dernier. C'est 2,2% de moins qu'en 2023. Et puisque l'on parle population, le recensement débute après-demain. Nous sommes 9 millions en France à être concernés. On va en parler avec vous, Alexis Delacour. Bonsoir. Bonsoir. Alors en Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs centaines de communes seront recensées cette année. Oui, coup d'envoi ce jeudi dans 757 communes de Bourgogne-Franche-Comté. Près de 450 000 Bourguignons et Franc-Comtois sont appelés à participer à l'enquête de l'INSEE. Elle va durer un mois. Et alors, en quoi ça consiste ? Si vous êtes concerné, vous allez devoir répondre à un questionnaire. 2 options s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de remplir un formulaire en ligne en vous connectant sur le site lerecensement-et-moi.fr. L'autre option, c'est de répondre à un formulaire papier qu'on va vous remettre en main propre. C'est un agent recenseur de votre commune qui va s'en charger. Il faudra alors convenir d'un rendez-vous pour qu'il vienne le récupérer ou bien envoyer ce formulaire par courrier à votre mairie. Et on trouve quoi dans ce formulaire, Alexis ? Eh bien, on retrouve les questions classiques sur le sexe, la date de naissance, le lieu de résidence ou bien le niveau de diplôme. On trouve également, et ça c'est à noter, 3 nouvelles questions cette année. Vous les découvrez sur votre écran. À quelle fréquence télétravaillez-vous ? Où sont nés vos parents ? Et puis une dernière question qui concerne le handicap. Êtes-vous limité depuis au moins 6 mois à cause d'un problème de santé ? Et alors, lors du dernier recensement, quelle était la tendance finalement pour notre région ? Une tendance à la baisse, Marie. La région a perdu plus de 14 000 habitants entre 2016 et 2022. En cause, une natalité en berne, comme on vient de le voir. Les femmes en âge de procréer sont moins nombreuses, elles font aussi moins d'enfants. L'autre explication, c'est l'augmentation des décès, conséquence logique du vieillissement de la population. Un département s'en sort mieux que tous les autres, par contre. Oui, la Côte d'Or gagne toujours des habitants. C'est surtout le cas pour Dijon et sa périphérie. On peut l'expliquer par le dynamisme économique de la ville et aussi par la présence d'une université, parce que c'est vrai que quand on est étudiant, en général, on a plutôt envie de s'installer pas trop loin de sa fac. Et puis on n'oublie pas Lyon, avec Sens, qui enregistre la plus forte progression, 1300 habitants supplémentaires en l'espace de 6 ans. Beaucoup de Parisiens posent leurs valises à Sens pour changer de cadre de vie. Merci beaucoup Alexis. On vous en parlait hier soir, il y a eu de nouvelles révélations sur l'abbé Pierre. Il est visé par 9 nouvelles accusations de violences sexuelles. Nous avons pu recueillir le témoignage de l'une des victimes, Danielle, l'une de ses anciennes assistantes, Jocelyn Debroux. Elle fait partie des 9 nouvelles personnes qui accusent l'abbé Pierre de violences sexuelles. À l'époque des faits qu'elle dénonce, Danielle Moulin a 21 ans. L'abbé Pierre en a 60. Elle travaille avec lui en tant qu'assistante. J'ai subi plusieurs soirs de suite des attouchements de sa part qui pouvaient aller assez loin. Sur ma poitrine et sur des espaces intimes. Et également, je l'ai vu se dénuder et faire des choses sur lui que je ne dirais pas. Mais pour lesquels je détournais mon regard. Parmi les 9 nouveaux témoignages qui visent l'abbé Pierre, l'un d'entre eux évoque un viol sur un garçon mineur au moment des faits. À Lyon, ville de naissance du prêtre, sa silhouette a été récemment effacée. Ces nouvelles accusations indignent les Lyonnais. Que des figures aussi intègres que pouvait l'être l'abbé Pierre tombent aussi bas, ça fait très très peur. Moi, je trouve ça bien que ça sorte, que les personnes puissent s'exprimer, qu'elles puissent être entendues. Ces 9 nouveaux témoignages portent à 33 le nombre d'accusations corroborées, visant désormais l'abbé Pierre. Dans Lyon, un médecin a été condamné par le tribunal d'Auxerre pour avoir insulté par SMS le maire de Tonnerre. C'est un article à lire sur notre site internet. Le médecin a été condamné à 500 € d'amende et 250 € de dommages et intérêts.
Toujours dans Lyon, à Auxerre, une page est en train de se tourner dans le quartier du Batardeau. Les fameux silos qui témoignent du passé industriel sont en cours de démolition. À terme, la ville souhaite créer au même endroit un écoquartier. Alexis Gaucher, Romain Liboz. Elle va grignoter progressivement ces 13 cellules. Du haut de ses 76 mètres, la plus grande pelle mécanique d'Europe est entrée en action la semaine dernière sur le site du Batardeau. La phase qui nous occupe actuellement, c'est le fait de mettre en place KDD Construction, l'entreprise qui est titulaire du marché, puisse mettre en place le tapis de démolition qui va limiter les rejets de gravats et tous les risques de projection de gravats. Un projet lancé en 2022 avec l'achat du foncier par la ville d'Auxerre. Après une phase de désamiantage sur plusieurs semaines, puis l'acheminement et le montage de la pelle, ce défi logistique va se poursuivre jusqu'en février. Après, bien évidemment, il va falloir évacuer les gravats qui vont être réemployés par la collectivité, puisqu'une partie des gravats vont être utilisés pour la plateforme des cassoirs, qui est l'agence municipale de la voirie. Indissociable du centre-ville d'Auxerre depuis 1931, la municipalité s'apprête à tourner la page des silos du Batardeau, qui vont laisser place à un écoquartier de 17 hectares, 100% autonome en énergie. C'est un projet à 200 millions d'euros, à peu près un peu plus de 200 millions d'euros qui vont être réinjectés sur le territoire. Et c'est un projet sur une petite dizaine d'années, oui, bien évidemment. Première réunion a été faite le mois dernier, où 300 administrés auxerrois et auxerroises sont venus phosphorer sur cette première réunion citoyenne. 2 maisons seront aussi détruites sur le site. La collectivité assure que des propositions de relogement ont été faites aux occupants. On va vous parler maintenant de cette petite mobilisation des étudiants de Dijon pour sauver Mimine. Mimine, c'est une chatte installée depuis des années dans la résidence universitaire, soignée par les étudiants et le personnel. Mais désormais, elle va devoir trouver un nouveau foyer. Emmanuel Pinsonneau, Damien Rabézen. 10, 12, 14 ans, personne ne sait très bien depuis combien de temps Mimine est installée là, dans cette résidence universitaire du Crous à Dijon. Née dans un coin du campus, adoptée par des salariés, des étudiants, elle faisait un peu partie des meubles, sans pourtant n'avoir rien d'un meuble. C'est son réconfort que certains trouvaient entre deux caresses. Quand ça va pas, on peut venir la voir, on peut venir la caresser. Moi, la dernière fois, j'étais descendue réviser ici exprès, juste pour pouvoir être avec elle. Puis elle est venue sur mes genoux, je suis restée là 1 heure avec elle sur les genoux. Du coup, ça me rassurait, parce que du coup, là, je suis en semaine de partiel. Et puis, c'est notre petite mascotte, quoi. Mais voilà, Mimine est soudainement devenue indésirable et une solution a dû être cherchée pour trouver à l'animal un nouveau parcours de vie. Tout le monde n'a pas le même type de rapport avec ces animaux. Il y a des problèmes d'allergie aussi, des problèmes de salubrité, des problèmes d'odeur dus à la litière. Un appel à soutenir Mimine avait été lancé par des étudiantes et ce jour-là, une première entrevue a été improvisée avec le directeur du Crous. On adore ce chat, tous les collègues, vous l'aimez beaucoup. Mais nous, on est obligé de traiter les choses, les questions d'hygiène notamment, c'est que les chats peuvent transmettre aussi des maladies de manière sérieuse, mais à la fois humaine. Et c'est ce qu'on fait. Là, on s'est mis en relation avec une association. On va certainement faire adopter ce chat par un de nos collègues. Si elle arrive à finir par être heureuse dans un nouvel endroit, Mais elle le sera. Et si on peut la voir quand même de temps en temps. Je vais voir, je connais la personne, je m'engage à tout faire pour que vous puissiez la voir. Je reviendrai vous voir et on organisera un petit temps pour que vous ayez des nouvelles et 2, je ferai tout pour qu'elle puisse revenir. Les ponts ne seront pas coupés, des engagements ont donc été pris et pas besoin de greffier pour en prendre note. Mimine a tout entendu. Du sport, avec ce record battu sur le Vendée Globe, le navigateur Charlie Dalin vient de boucler sa course autour du monde en 64 jours, 19h22. Il est arrivé ce matin au Sables d'Olonne. Pierre-Yves Salic. Un chenal aux allures de Champs-Élysées. La foule des Sables d'Olonne qui joue à Où est Charlie
Le vainqueur du Vendée Globe en route vers son podium a rencontré ses admirateurs sur des marchepieds. C'est mon chouchou parce qu'il n'a pas gagné la dernière fois et pourtant il le méritait aussi. Donc c'est pour ça que j'ai suivi toutes ces aventures et que je suis ravie de le voir aujourd'hui grand vainqueur du Vendée Globe. Tout seul à gérer une machine comme ça, c'est énorme, franchement c'est fort. C'est des héros des mers, donc franchement je trouve que c'est génial. Lui il doit être content aussi de voir tout ce monde, donc voilà, c'est trop bien. Content est sans doute un euphémisme. Charlie Dalin était visiblement ému en recevant son trophée. Charlie Dalin ! Tellement heureux de franchir cette ligne avec la lumière du jour qui pointait. C'était sur cette eau lisse devant les sables avec le bateau qui glissait, qui volait sur l'eau. C'est fabuleux et c'est une explosion d'émotions dans ma tête. Voilà, vraiment une joie immense de franchir cette ligne. 64 jours en solitaire, mais longtemps en compagnie de son ami Johan Richaud, ici à gauche. Les deux skippers se sont disputés la tête de course dans tout l'hémisphère sud. Regardez qui est là. Ce ne serait pas ce renégat de Johan Richaud. Toujours bon signe d'être avec Charlie Dalin. Généralement, il va dans la bonne direction. 9 minutes 30 les séparaient au Cap Horn, avant l'accélération de Dalin. C'est grâce à lui qu'on a fait le tour du monde en si peu de temps, parce que voilà, ça m'a aussi moi poussé à toujours renvoyer de la toile, renvoyer des riz. Aujourd'hui, il explose de 9 jours et demi le record d'Armel Lecliache. Je suis très heureux pour toi. Je suis très heureux que c'est toi qui prennes la main sur ce record si important. Et puis de belle manière, tu lui as mis 10 jours dans la vue, donc bravo. Avec une ligne de plus à son palmarès, Charlie Dalin va pouvoir oublier pendant quelque temps sa vie en solitaire. Et on en vient à notre moment découverte. Vous visualisez forcément les lunettes que portent Michel Polnareff ou encore Elton John. Elles sont très reconnaissables et elles sont fabriquées chez nous, en Bourgogne, à la lunetterie Villeroy, juste à côté de Sens. C'est là qu'on retrouve Sébastien Quéroux. C'est une petite entreprise discrète mais qui travaille pour les plus grandes stars. Bienvenue à la lunetterie de Villeroy. On est à seulement 7 km de Sens et c'est ici que sont fabriquées chaque jour à la main des centaines de montures de lunettes haut de gamme. Bonsoir José Simoes. Bonsoir. Alors à l'origine, cette entreprise a été créée dans les années 80 par Hubert Midou et finalement vous l'avez reprise en 2016. Comment cette lunetterie a évolué au fil du temps ? Écoutez, depuis 2016, nous avons mis au point donc, cette méthode de collage qui est très spécifique. Alors nous travaillons pour des créateurs exclusivement. Donc nous travaillons pour Thierry Lasserie, notre client principal. On a aussi Soud, XIT. Par exemple, ça c'est une monture XIT, un petit peu avec des collages spécifiques. Donc c'est notre marque de fabrique. C'est ces collages, ces associations de couleurs ensemble, mises au point depuis 2017. Qui fait aujourd'hui notre force de fabrication. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise ? Si, on a quand même des hauts et des bas, puisqu'on suit quand même, le marché n'est pas toujours fluide. Et comment justement vous arrivez à vous en sortir malgré tout ? On arrive, je pense que c'est du fait de travailler avec les créateurs qui connaissent un petit peu moins la crise. Et c'est vrai que ces gens-là, on arrive à avoir des marchés qui sont assez stables. Donc évidemment, on voit des machines, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande place au travail manuel également. Oui, nous, c'est spécialement du travail manuel, puisque c'est de la finition de haute gamme. Donc c'est des gens qu'on forme en interne pour qu'ils aient le geste et la finition souhaitée pour notre qualité. Alors on va justement maintenant s'intéresser à la production puisque vous l'avez compris, c'est un processus de fabrication assez particulier. Et pour cela, on va rejoindre la responsable de production et des ressources humaines. Bonsoir Nolwenn Rousseau. Bonjour. Alors on voit juste à côté de nous donc la matière première. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, bien sûr. Alors on utilise de l'acétate, donc c'est de la cellulose de coton. L'acétate provient d'Italie principalement. Et on fabrique aussi des montures en métal, donc soit en inox,
soit en maillechort. Alors, en préparant cette émission, j'ai cru comprendre que vous utilisiez également des coquillages pour fabriquer vos lunettes, c'est vrai? Oui, effectivement, on a un client breton qui fabrique de la matière en coquillage. Donc, il récupère les coquilles de coquilles Saint-Jacques, d'huîtres et d'homards qui vont concasser en poudre pour faire de l'acétate mélangé avec du coquillage, donc comme ceci. Donc ça veut dire que pour fabriquer ces lunettes, vous allez découper directement justement dans ces plaques? Directement dans ces plaques en usinage sur des commandes numériques 5 axes plus particulièrement. Et ensuite on a une quarantaine d'étapes d'assemblage, de finition à la main. Et chaque année, vous en produisez combien des montures de lunettes à peu près? À peu près entre 40 et 60 000 montures par an. On va justement voir à quoi ressemble le résultat final de ces montures de lunettes. On les voit juste ici. On les voit terminées ici, voilà, polies, correctement finies. Ce sont des lunettes aussi qui sont portées par les plus grandes stars. J'ai cru comprendre, José Simoes, je vois par exemple des lunettes qui ressemblent un petit peu au style de Michel Polnareff. Alors ça, c'est bien effectivement la monture de Michel Polnareff, puisqu'elles ont toujours été fabriquées dans notre atelier. Donc nous avons la monture de Michel et celle de son fils. On a aussi une monture de notre client Thierry Lasserie qui est portée par Beyoncé. Ah oui, quand même. Par Beyoncé dans ses concerts. Elton John porte aussi les montures de notre cliente Sabine Bie. Et alors on va peut-être poser une question qui risque de vous fâcher, mais ça coûte combien les lunettes de Michel Polnareff ou d'Elton John par exemple? Michel Polnareff, c'est un peu secret, on ne pourra pas le dire. Les autres montures, ça peut varier entre 280 et 450 € la monture. L'objectif, c'est de proposer des montures aussi qui soient accessibles au grand public? Oui, nous avons certains clients qui font aussi de la monture grand public, où nous avons des collages. C'est du créateur, mais qui reste accessible à tout le monde. Eh bien, en tout cas, merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir les coulisses de cette lunetterie de Villeroy. Et on le rappelle ici, ce sont une quarantaine de salariés qui produisent chaque année à la main près de 50 000 montures de lunettes haut de gamme pour des clients prestigieux. Voilà pour cette découverte. Passez une très belle soirée. À demain.